Bienvenue dans ce numéro de Terre d'Asphalte. Au sommaire, nous découvrirons les nouveautés Škoda Superb et Fiat 500L Trekking. Nous essaierons également le Nissan Juke Nismo, la Volkswagen Coccinelle Cabriolet, la DS3 Cabrio, la Seat Leon, la Renault Zoe et l'Audi R8 V10 Plus. Sur deux roues, nous testerons la BMW R1200 GS et la Harley-Davidson Breakout. Pour commencer, partons à la découverte de la Škoda Superb en version berline et combi. Škoda va bien et le fait savoir. Avec 939 200 voitures vendues en 2012, la marque tchèque intégrée au groupe Volkswagen bat son propre record. Et disons-le, elle compte bien renouveler l'expérience en 2013. Après l'Octavia que nous avons récemment essayé, voici donc la Superbe qui s'offre un gros rafraîchissement sur ses versions berline et combi. Pour Škoda, il s'agit avant tout d'avoir une image de gamme cohérente. Ainsi, la face avant est retravaillée avec des angles encore un peu plus saillants et le logo de la marque qui quitte le centre de la calandre. La parenté avec l'Octavia est désormais assurée. À l'arrière, les feux sont redessinés pour adopter le dessin en C, désormais identitaire de la marque. Une forme triangulaire encadre la plaque. Sur la berline, ce dessin s'intègre au feu. Škoda reste fidèle à son système dit Twin Door. Le coffre peut ainsi s'ouvrir tel une malle ou tel un haillon. À bord, peu de critiques à formuler. De nouveau, les recettes de la maison mère sont appliquées et la montée en gamme de Škoda ne peut être remise en question. C'est propre, bien assemblé, on se sent bien à bord de cette auto. Cette Škoda Superb n'étant pas entièrement nouvelle, elle ne repose pas encore sur la plateforme MQB du groupe. Moins dynamique que les modèles les plus récents, ce vaisseau amiral de Škoda n'en reste pas moins confortable au détriment de la sportivité. C'est une routière à l'allemande, un peu ferme, mais qui sait faire de longs trajets en prenant soin de ses occupants, avec toute la place nécessaire au bagage en plus. La Superbe ne renie pas ses points forts, une fois encore. Premier essai deux roues de ce numéro avec la Harley-Davidson Breakout. « 2013 marque les 110 ans de Harley-Davidson. En dehors de nombreux modèles estampillés 110e anniversaire, la marque présente entre autres la Breakout. Apparue en CVO l'été dernier, la demande ayant été 4 fois supérieure à l'offre, Harley a décidé d'en faire une version standard. Avec une longueur de presque 2,45 m, un empattement de 1,71 m et une selle à seulement 660 mm, la machine apparaît naturellement longue et basse. Le réservoir, au coloris Vivid Black, orné d'un médaillon en relief Harley-Davidson, surplombe le V-twin de 103 cube-inch, environ 1700 cm3. Cette teinte noire s'associe à de très nombreux chromes, un assemblage que l'on retrouve sur l'ensemble de la machine, à commencer par les deux silencieux superposés aux embouts ronds coupés droits. Cette silhouette élancée est mise en exergue par des roues Gasser en aluminium coulé, au dessin particulièrement soigné. L'avant est allégé par une jambe de 21 pouces qui accueille un pneu de 130 qui semble étroit sur cette machine, un garde-boue tronqué et un petit phare rond cerclé de chrome entre les deux T de fourche complètent le tableau. Le tachymètre est fixé sous le guidon pour affiner visuellement l'avant même lorsqu'on est en selle. Un afficheur numérique donne accès à l'heure, l'autonomie restante, le rapport engagé et le régime moteur en complément des totalisateurs. Tout ceci se commande depuis un bouton au guidon gauche. Seuls de fins témoins, comme le neutre et les clignotants, sont disposés sur le large guidon drag-bar noir. A l'inverse, l'arrière est particulièrement massif. La jante de 18 pouces accueille un pneu de 240 mm, coiffé d'un large garde-boue tronqué là aussi.
Aucun feu ne vient briser sa ligne puisqu'ils sont intégrés dans les clignotants. Pour rendre la poupe encore plus imposante, il est possible d'ôter le pouf passager lorsqu'on roule seul. Celui-ci ne sert en effet pas d'appui, la selle du pilote étant suffisamment creusée et confortable. En selle, la position rappelle nettement celle que l'on a sur un Night Road spécial, avec une assise particulièrement basse et reculée, des pieds en avant et un peu en hauteur sur les commandes avancées, et des bras écartés mais légèrement abaissés avec ce guidon presque droit. Rien ne vient perturber le regard du pilote, même si le compteur, qui n'est pas sur le réservoir mais sur le guidon, est un peu plus haut. Le bicylindre 103 cube-inch se montre assez souple avec son injection électronique pour permettre de flâner nez au vent sans devoir solliciter la boîte. Celle-ci est équipée d'un 6e rapport pour rouler sur les grands axes en consommant moins. Pour une balade bucolique, on ajuste simplement son allure en tournant la poignée et en se laissant porter au son du V-twin. La donne change lorsqu'on adopte un rythme plus élevé. En effet, l'esprit du dragster prend facilement l'ascendant et donne envie de maltraiter l'asphalte. Malgré ses 308 kg à vide, la breakout se manie sans trop de résistance avec ce large guidon à condition de le tenir avec la plus grande fermeté. On apprécie la suspension qui ne fait pas trop remonter les irrégularités de la route en bas du dos, malgré l'imposant pneu arrière par nature assez rigide. La stabilité est au rendez-vous pour un custom aussi long, et le rythme infernal n'est finalement contrarié que par la garde au sol qui mériterait d'être plus élevée. Pour freiner, il n'y a qu'un disque à l'avant et un à l'arrière. L'usage des deux est obligatoire lorsqu'on a un bon rythme dans le relief. Le reste du temps, l'usage unique du frein arrière permet un meilleur confort. L'ABS de série veille pour les jours de pluie. Ce breakout permet de rouler comme on le souhaite, selon son humeur, avec plus ou moins d'entrain, mais toujours en gardant le sourire. Et son style fait tourner bien des têtes sur son passage. Son 10e anniversaire ou pas, Harley-Davidson nous a habitués depuis quelques années à proposer des machines avec une personnalité très marquée en s'inspirant de son passé et des nombreuses tendances qui sont apparues au fil des ans. Cette Harley-Davidson Breakout est à vous pour 20 590 € dans cette finition Vivid Black. Les autres coloris unis demanderont 300 € de plus. Nissan donne un coup de fouet à son Juke avec la version sportive Juke Nismo. À sa sortie, le Nissan Juke en a laissé plus d'un dubitatif, voire moqueur. 22 000 ventes plus tard, rien que sur le marché français sur l'année écoulée, le modèle anticonformiste du constructeur japonais confirme avoir trouvé son public. C'est donc le cœur léger que Nissan lance la version Nismo de son véhicule. Mais Nismo, c'est quoi? Nismo, c'est la contraction de Nissan Motorsport. C'est la division compétition et haute performance de Nissan. C'est une division qui au Japon existe depuis une trentaine d'années. Et avant même ça, il y a un demi-siècle, la compétition a commencé chez Nissan avec la Skyline qui a été équipée, qui était une berline tout à fait ordinaire, qui a été équipée d'un très gros moteur pour rentrer en course et qui a fait un podium dès sa première course, 48 heures après son homologation. Nismo arrive aujourd'hui en Europe via des voitures de grande série. Le Juke Nismo, c'est le premier pavé de ce nouveau chemin de Nismo en Europe. D'autres modèles vont arriver. Et puis, c'est aussi encore et toujours de la compétition et aussi la compétition de demain. Par exemple, ça passe par la Leaf Nismo RC, qui est une Leaf de compétition, une voiture 100% électrique qui a été adaptée par les ingénieurs de Nismo pour faire de la course en 100% électrique et en zéro émission. Esthétiquement, le Juke attire toujours le regard avec ses optiques caractéristiques, sa ceinture de caisse au perché et sa ligne de toit digne d'un coupé. Impossible de le confondre avec un autre modèle. Cette version Nismo conserve toutes les spécificités de l'auto, avec en prime un look plus sportif et des performances affirmées. Le Juke Nismo est chaussé de nouvelles jantes de 18 pouces, les boucliers avant et arrière sont abaissés
des jupes latérales sont présentes et la sortie d'échappement est chromée. Un liseré rouge parcourt toute la robe de l'auto. Et bien sûr, le logo Nismo se retrouve en bonne position sur la calandre et à l'arrière de la voiture. Un imposant béquet arrière est installé dans le prolongement du toit. En plus de l'allure dynamique qu'il confère au Juke, celui-ci est travaillé pour apporter plus d'appui sans augmenter la traînée. L'aérodynamique est améliorée, mais la garde au sol est identique à un Juke standard pour ne pas être gênant au quotidien. Le style s'affirme aussi à l'intérieur avec le même soin. Les sièges baquets en cuir suédé reçoivent une surpiqûre rouge et un logo Nismo brodé en haut du dossier. Le maintien est correct sans entraver l'installation à bord, un compromis idéal entre le confort et la sportivité. Le volant reçoit également un traitement spécifique mêlant cuir et alcantara pour une excellente prise en main. On remarque la partie supérieure en cuir avec le point 0 en rouge. Des matières et des coloris que l'on retrouve sur le pommeau du levier de vitesse. Le cadran du compte-tour est à fond rouge pour une ambiance plus sportive lorsqu'on jette un œil au tableau de bord. L'équipement technologique est identique à celui de la plus haute finition Tecna, en dehors de l'écran de la console centrale qui passe de 5 à 5 pouces 8. On retrouve notamment le combiné qui affiche la climatisation et les différents modes de conduite. L'espace à bord est identique à l'avant et à l'arrière où la place aux genoux est un peu réduite. L'espace dans le coffre est lui aussi semblable au Juke standard et un peu limité. Sous le capot, la motorisation offre désormais 250 Nm de couple et gagne 10 chevaux pour passer à 200 chevaux tout rond. Côté châssis, la suspension est affermie. La direction plus consistante et le contrôle de traction optimisé sur cette transmission 2 roues motrices. À la conduite, Nissan offre aux propriétaires du Juke Nismo une très grande facilité au quotidien comme sur le modèle standard. Mais heureusement s'y ajoute un petit supplément d'âme pour le plaisir de conduire. Les suspensions raffermies limitent bien plus la prise de roulis pour un supplément de confort des occupants. La consistance de la direction change le ressenti de la route en conduite un peu vive, où l'on sent bien mieux les réactions de l'auto. Le 4 cylindres 1,6 litre essence turbo compressé sait se montrer discret et souple sous les 3500 tours minute. Au-delà, il est plus réactif et plus sonore dans l'habitacle, mais toujours sans excès. Au ressenti comme à l'oreille, tout est là encore une affaire de compromis pour en donner un peu plus sans que cela ne devienne une contrainte pour un usage quotidien. On regrette simplement la boîte un peu ferme qui n'entrave toutefois pas la sélection. Ce n'est pas un modèle sportif pur et dur, mais le fun est bien là. Notre Juke Nismo est disponible à partir de 26 490 €. Vous pouvez aussi l'avoir en version 4 roues motrices avec une transmission MCVT à partir de 29 790 €. Facile à conduire et peu exigeant lorsque le rythme augmente légèrement, ce Juke, qui inaugure une véritable famille de produits Nismo, se montre convaincant. C'est l'été, on voyage les cheveux au vent avec la coccinelle cabriolet. Fini les hirondelles. Ce sont désormais les coccinelles qui font le printemps. Du moins selon Volkswagen, qui 1 an après la sortie de sa nouvelle coccinelle nous propose une déclinaison cabriolet. Pour le lancement, la marque joue à fond la carte de la nostalgie avec des séries limitées 70s, 60s et 50s. Il est temps de ressortir les pattes def pour faire un saut dans le passé. La série 50s de notre essai rappelle les grandes heures de Herbie ou Choupette dans nos contrées. L'héroïne des films Disney inspire le design de notre version 2013 et cela avec une certaine classe. Ce cabriolet dispose d'une ligne élégante et cette série spéciale y ajoute une touche rétro bienvenue.
Cela se joue surtout sur les chromes que l'on retrouve sur les rétroviseurs ou les bas de caisse. Les jantes abandonnent les designs complexes actuels pour une allure de bons vieux enjoliveurs. Le tout est original et de bon standing. On ne change pas une équipe qui gagne et on retrouve sur ce modèle les optiques caractéristiques à la forme arrondie ainsi que le capot tout en courbe finissant droit sur sa partie inférieure. Par rapport à la précédente génération, la longueur de l'auto a été augmentée de 15 cm et la largeur de 8 cm. La ligne de toit a été abaissée de presque 3 cm et ces changements donnent une allure bien plus dynamique. Le petit becquet présent sur toutes les finitions souligne ses nouveaux traits plus sportifs. Un liseré chromé fait tout le tour de l'habitacle pour séparer la carrosserie des vitres et de la capote. On remarque au passage le pare-brise court qui laisse beaucoup d'espace au-dessus de la tête pour véritablement se sentir à l'air libre. Le dessin du coffre rappelle les traits de la face avant, mais les feux ronds cèdent la place à une forme plus conventionnelle qui élargit la silhouette de la poupe. La capote est disponible en noir ou en beige. Sa manipulation électrique demande seulement 9 secondes 5 à l'ouverture et 11 secondes à la fermeture. La manœuvre peut également s'effectuer en roulant à basse vitesse. Décapoté, le pourtour de l'habitacle est parfaitement uniforme, même si la capote pliée est toujours visible pour conserver un style d'antan. On peut alors installer le TOD pour une plus jolie silhouette. Le filet anti-remous condamne l'utilisation des places arrière, mais se révèle particulièrement efficace pour permettre de profiter du cabriolet par des températures un peu fraîches. À bord, on retrouve le sérieux un tantinet austère des Allemandes. La présentation est sobre, avec du noir omniprésent. Pour les aspects fun, il faudra se tourner vers la boîte à gants qui se fait écho des anciennes générations de coccinelles, et vers les vides-poches en toile tendue. L'ergonomie est fonctionnelle, avec la présence de l'écran tactile à l'interface très réussie chez Volkswagen. La sellerie claire amènera une touche de fraîcheur dans cet habitacle. Les sièges sont confortables, et même si l'espace est réduit, les places arrière font plus que dépanner. Ce n'est pas l'espace de vie d'un Opel Cascada, mais on ne se sent pas spécialement à l'étroit. À noter que la banquette est fractionnable. Ce confort, même notre mascotte du jour l'apprécie. Il fait beau et il serait dommage de rester plus longtemps à l'arrêt. En route pour les routes ensoleillées de l'Italie. Notre modèle est motorisé par un bloc 1,6 litre TDI 105 chevaux. Sous le soleil, en bord de mer, on se prend à flâner confortablement installé dans cette coccinelle cabriolet. L'ambiance qu'elle propose n'est de toutes les façons pas destinée à une conduite sportive, mais plutôt à une balade bucolique. Cette cox procure une belle sensation d'espace et de liberté au volant, et surtout lorsque l'on abaisse les 4 vitres en omettant le filet anti-remous pour avoir du vent dans les cheveux. Mais reconnaissons qu'en place, l'accessoire sait limiter le vent et les rhumes par la même occasion. D'autant que l'absence de chauffe-nuque se fait sentir lorsqu'il s'agit de profiter des débuts ou fins de belle saison. Pour une fois, la plateforme n'est pas la MQB, mais celle de la Golf 6. Éprouvée, elle offre un bon confort, surtout avec nos roues de 17 pouces. Les imperfections du bitume ne remontent pas trop dans l'habitacle. Avec une conduite souple, faire de longs voyages ne sera pas une contrainte. Pour la sécurité, notons la présence d'un arceau rétractable en cas de retournement, totalement invisible au quotidien. Le couple de notre moteur nous transporte sans brutalité. Il ne faudra pas lui demander de belles accélérations, ce n'est pas du tout son style. La douceur est une caractéristique qui convient parfaitement à ce cabriolet qui serait encore plus agréable en choisissant une boîte DSG pour se laisser porter. Pour profiter au maximum de l'ambiance, il faut de toutes les façons ne pas trop solliciter le moteur afin de ne pas entendre le son du diesel. Même s'il est peu présent, sa musique ne convient pas au ressenti à bord. Au ralenti, cela colle certes avec notre édition 50s, mais on finirait par s'en lasser. La Cox Cabrio est disponible à partir de 20 890 €. Notre modèle 50s, avec son moteur 1,6 litre TDI 105 chevaux, s'affiche à partir de 29 690 €.
En route pour les grands chemins avec la découverte de la Fiat 500L Trekking. Sortie il y a près d'1 an, la Fiat 500L se voit déclinée dans une nouvelle version. Elle est désormais apte à se frayer un chemin sur des routes tourmentées, à la recherche de l'arbre idéal au pied duquel faire un pique-nique. La 500L Trekking, c'est en effet le mini SUV italien qui revêt son jogging. Au programme, un bouclier redessiné, des protections courant le long de la carrosserie, une garde au sol surélevée. Bref, tout le nécessaire sur ce type de véhicule. La 500L Trekking n'est pas une version 4x4, mais bien une baroudeuse dédiée aux sentiers aux légers accents de gadou. Elle se dote d'un système de traction renforcé, appelé Traction Plus, permettant de se sortir de quelques mauvais pas. Efficace, mais il faudra s'en tenir à des obstacles limités. Attention aux excès d'optimisme. Animée par le moteur essence 1,6 litre 16 soupapes de 95 chevaux, elle est disponible à partir de 18 950 €. En diesel, le ticket d'entrée se chiffre à 21 050 €, avec sous le capot le 1,3 litre multijet 16 soupapes de 85 chevaux. Comptez un ajout de 1 000 € si vous optez pour la boîte robotisée Dual Logic. La suite de Terre d'Asphalte dans un court instant, avec l'essai de l'Audi R8 V10+, de la BMW R1200 GS, de la Citroën DS3 Cabrio, de la Seat Leon et de la Renault Zoé. A tout de suite. Une bête de circuit à laisser dans Terre d'Asphalte avec l'Audi R8 V10+. Depuis 2007, Audi joue dans la cour de Porsche, Ferrari, Lamborghini avec sa supercar R8. L'auto nous revient aujourd'hui dans une version évoluée avec la R8 V10+. Pour son cru 2012, les évolutions esthétiques de l'auto restent limitées. Certains aimeraient plus d'audace, mais reconnaissons que la ligne originale est bien née. La R8 a encore de beaux jours devant elle pour faire tourner les têtes. Cette version voit donc de discrètes retouches essentiellement dans ses optiques, avec entre autres des blocs full LED et une animation inédite du clignotant arrière. Pour le reste, l'auto reste un savant mélange de lignes sobres et d'appendices exubérants qui donnent envie de passer au volant. Le carbone est l'ami de l'Audi R8 V10+. Du berceau moteur jusqu'à l'intérieur, il est omniprésent et contribue à la chasse au kilo que mènent les autos sportives. À bord, il côtoie donc les sièges en cuir. Le confort est total et on se croirait presque dans une berline. Avec son coffre correct et sa position de conduite que l'on aimerait même abaisser encore un peu, on se sent dans une voiture du quotidien. Cependant, le compteur gradué jusqu'à 350 dit le contraire. Il ne reste plus qu'à mettre le contact. L'Audi R8 V10+ est une chasseuse. Elle chasse le surpoids en s'allégeant de 50 kg et elle rattrape ses proies grâce à 25 chevaux de plus. Sur routes ouvertes, on ne peut que toucher du doigt ses performances. On se rend compte par contre de sa facilité de prise en main, car si elle offre un caractère moins typé qu'un SLS, son efficacité n'en est pas moins redoutable. Le châssis enchaîne les virages en lacets sans broncher. Il ne sera pas besoin d'être un expert pour rester collé à la route en toutes circonstances. Les freins céramiques de ce modèle permettent un freinage puissant et facile à doser. Mais malgré l'endurance de ceux-ci, on notera qu'enchaîner trop longuement des virages sans les laisser respirer finit par les fatiguer. Dans ce cas, une pause s'impose. À l'arrêt derrière le volant, vous aurez alors le spectacle de l'auto sous son aspect bestial, tant elle s'est dissipée de la chaleur par toute sa carrosserie. Tout bonnement jouissif. Pour sa part, la nouvelle boîte S-Tronic 7 rapports à double embrayage est juste une réussite totale. Les vitesses s'enchaînent à la perfection.
Nous sommes cependant un peu à l'étroit sur nos routes. Notre R8 réclame de l'asphalte digne de son rang. Aussitôt dit, aussitôt fait. Cette livrée rouge cache la même auto, désormais prête à affronter le circuit de Misano en Italie. Car si on peut apprécier légalement une supercar au quotidien, lui offrir un tour de piste lui fera du bien. Et à vous aussi. Sur la piste de Misano, nous pouvons savourer toute la puissance de cette Audi R8 V10+. Accélérateur à fond, les 550 chevaux abattent le 0 à 100 en 3 secondes 6. En ligne droite, le V10 s'exprime pleinement à partir de 8500 tours pour frôler les 320 km/h en vitesse maximum. Nous nous contenterons d'atteindre les 220 km/h en bout de la courte ligne droite. Placé juste derrière nous, le moteur chante pour ravir les amateurs de mécanique, avec un son très rauque au fur et à mesure de l'accélération. Le système Quattro assure une tenue de route exceptionnelle et cale bien la voiture dans les virages. Même les débutants se sentiront pousser des ailes de Vettel en herbe. Tout conducteur normalement constitué aura la banane au volant de l'auto. Mais trêve de discussion. Vous avez envie d'entendre le V10 s'exprimer et nous allons vous satisfaire en conclure l'émission par un tour de piste. Vous seul et la voiture, c'est maintenant. Deuxième essai moto de l'émission avec la BMW R1200 GS. L'arrivée de la nouvelle GS marque 2 anniversaires, les 90 ans de BMW Motorrad et les 30 ans de ce modèle au succès incontestable. Cette machine à tout faire est devenue au fil des ans un fleuron de la marque allemande. Sur tous les terrains, la GS avale les kilomètres avec aisance. Révolutionner un tel couteau suisse n'est pas chose aisée. Et pourtant, BMW a presque tout changé sur la nouvelle R1200 GS. Son objectif est de faire mieux que la précédente génération, tout en gardant l'esprit de la GS intact. Reste à vérifier si le challenge est relevé. Depuis l'apparition de la R32, le célèbre Flat Twin était toujours refroidi par air. Mais les temps changent et la GS aussi. Certaines parties du moteur soumises à de fortes contraintes thermiques sont ainsi refroidies par un liquide, en complément du refroidissement par air, comme en témoigne la présence des ailettes. Ce mélange des technologies évite l'installation d'un disgracieux radiateur et permet de garder les principaux traits de la GS avec 2 petits radiateurs dissimulés. Le Flat Twin développe maintenant 125 chevaux à 7700 tours par minute et un couple de 125 Nm à 6500 tours par minute. Le flux des gaz est modifié pour circuler de haut en bas et non plus d'arrière en avant. On note également une nouvelle boîte de vitesse à 6 rapports désormais intégrée, un embrayage à bain d'huile avec un anti-dribble et un cardan qui passe sur le côté gauche. La commande des gaz est gérée par l'électronique, ce qui permet d'équiper la GS d'un régulateur de vitesse en option. On peut disposer de phares, de feux arrière et de feux diurnes intégralement à LED. À la main gauche, la molette commande la navigation. De ce côté, on trouve également le régulateur de vitesse, l'affichage des informations de l'ordinateur de bord, ainsi que le bouton de sélection pour l'ESA, l'ASC et l'ABS. Au guidon droit, une simple pression du pouce permet de faire défiler les 5 modes de conduite proposés. On peut donc tout contrôler sans lâcher le guidon. La selle est un peu plus étroite sur l'avant pour faciliter la pose des pieds à terre. Pour le pilote, elle peut être réglée sur 2 hauteurs et sur 2 inclinaisons, alors que celle du passager bénéficie de 2 positions, en avant ou en arrière. Enfin, la hauteur du pare-brise se modifie via une molette d'une seule main. Plus besoin de s'arrêter. À la mise en route, on remarque que le couple de renversement a disparu. La sonorité rauque est moins sourde et plus sèche. Fort heureusement, le boxer se reconnaît toujours très distinctement et sait donner de la voix lorsqu'on ouvre les gaz en grand. On peut choisir le mode de conduite souhaité d'une simple pression sur le bouton à l'arrêt. Mais une fois en route, il faudra couper les gaz et actionner l'embrayage.
Sans aucun doute, le flat est plus réactif avec moins d'inertie et offre de franches relances dès 1500 à 2000 tours par minute selon le rapport engagé. On peut ressentir, lorsqu'on y prête attention, un très léger fléchissement vers 5500 tours par minute avant un petit surplus de tonicité à partir de 6000 tours. Le nouveau Boxer est assez linéaire et autorise à la fois un excellent rythme de croisière sur les routes secondaires et un fin dosage des gaz en tout terrain. La nouvelle boîte de vitesse intégrée offre une sélection rapide et franche, même si on l'entend toujours. L'anti-dribble est efficace, même en TT, en cas d'adhérence précaire sur un terrain irrégulier. L'association de ce moteur et de cette boîte apporte à la GS 2013 un supplément de vigueur à la conduite, à laquelle la nouvelle partie-cycle participe grandement. Avec les suspensions semi-actives présentes sur notre GS d'essai, toutes les irrégularités de la route sont effacées, même les rainures et les trous parfaitement visibles ne sont pas ressentis sur nos appuis. Les différences entre l'ancien ESA sont importantes, puisque le précédent évitait juste de faire les pré-réglages à la main. Le nouveau adapte automatiquement l'amortissement à la route. On peut changer le réglage de l'ESA une fois le mode de conduite sélectionné, mais si on change à nouveau de mode, il re-réglera l'ESA en fonction. La GS dispose de 5 modes de conduite, pluie, route, dynamique, enduro et enduro pro. Ceci joue sur la réponse du moteur, le niveau d'intervention de l'anti-patinage ASC, l'ABS avant-arrière et les suspensions semi-actives proposées en option. Ces modes apportent un vrai avantage, notamment sur les pistes de terre avec les modes enduro. Il est assez simple de faire patiner la roue arrière en courbe pour une légère dérive, et la réponse plus douce de l'accélérateur facilite la recherche de la motricité sur le mode enduro de base. Il ne se contente donc pas d'accentuer la souplesse du moteur, son rôle est plus complet. Même en TT, l'intervention de l'anti-patinage est bien plus discret qu'avant, et on l'oublie presque sur une route avec un mauvais revêtement. Même remarque pour l'ABS, bien plus fin lorsqu'il rentre en fonction. La nouvelle GS ne révolutionne pas l'esprit de la GS et les actuels propriétaires ne seront pas dépaysés. Mais ils apprécieront les évolutions la rendant plus efficace et plus polyvalente que jamais. La GS 2013 arrive en mars au tarif de 15 150 € avec l'ABS de série. Pour l'anti-patinage et les suspensions semi-actives, on peut opter pour le pack dynamique à 2115 €. Le régulateur de vitesse est inclus au pack essentiel à 1070 €, soit un total de 18 335 €. Cela est moins cher qu'une Ducati Multistrada S Touring, qui a certes des valises pour 1655 € de plus, mais pas l'indispensable cardan, tant apprécié par les gros rouleurs. On prend le soleil avec celle qui enlève le haut, la Citroën DS3 Cabrio. En 2 ans et demi, Citroën a vendu près de 300 000 DS, tous modèles confondus. Mais la star de la gamme, c'est la DS3 qui représente tout de même 2/3 de ce volume. La marque chouchoute donc son modèle phare et lui offre une déclinaison découvrable avec la DS3 Cabrio. Sorte de descendante lointaine de la célèbre 2 chevaux à toit souple, cette version compte bien capitaliser sur ce qui a fait le succès de la DS3. Différencier une DS3 Cabrio de la version normale ne sera pas chose aisée au premier coup d'œil. À l'avant, on retrouve la large calandre noire surlignée sur toute sa longueur des chevrons chromés. Les feux diurnes à LED verticaux si caractéristiques sont bien sûr de la partie. De profil, la ligne est conservée, tout comme les différentes associations de coloris entre le toit et la carrosserie, ainsi que les ailerons dits de requin sur le montant central. Il faudra observer en détail l'arrière pour débusquer cette DS3 Cabrio dans la circulation. Le coffre se voit nécessairement modifié et s'ouvre vers le haut avec une cinématique inédite. L'ouverture n'est pas très grande, mais le volume intérieur est exactement le même que dans la DS3 classique avec 245 litres.
Si la capote est totalement abaissée, elle remonte automatiquement de quelques centimètres à l'ouverture du coffre, mais elle ne redescend par contre pas une fois le chargement terminé. L'autre nouveauté est esthétique avec des feux qui offrent un effet 3D grâce à un astucieux système de miroir. L'ensemble est chic et distinctif. À bord, hormis la teinte bleue de cuir qui est ici assortie à celle de la capote en toile, les spécificités de la Cabrio sont réduites. L'éclairage des cadrans du tableau de bord sont en blanc, le plafonnier avancé avec son éclairage à LED dispose d'un bouton pour la commande d'ouverture du toit, c'est sensiblement tout. La capote glisse simplement, ce qui a permis de conserver le dessin général de l'auto et de limiter les ajouts de renforts pour la rigidité de la structure. Comme sur la DS3, il est possible de choisir un coloris de capote différent de celui de la carrosserie. 2 trames de toile sont disponibles, une unie comme sur notre DS3 Cabrio et l'autre avec le logo DS. L'ouverture et la fermeture se font électriquement par un bouton dans le plafonnier jusqu'à 120 km/h en une quinzaine de secondes. Un déflecteur peut être déployé manuellement sur l'avant pour réduire les turbulences dans l'habitacle. Son effet est très sensible même pour les places avant. Revers de la médaille, il attrape un nombre impressionnant d'insectes en un rien de temps. Il n'est par contre pas nécessaire de le replier lorsqu'on ferme la capote et il se déploiera à nouveau automatiquement à l'ouverture suivante. À l'intérieur, ce qui frappe est l'isolation phonique très réussie capote fermée. Même sur autoroute, les bruits aérodynamiques sont maîtrisés. À la conduite, la DS3 Cabrio respecte la tenue de route connue sur la DS3. Motorisé par le 4 cylindres essence 1,6 litre turbo de 155 chevaux, on retrouve la vivacité du modèle lorsqu'on s'élance et sur les reprises. La boîte de vitesse n'est en rien contrariante, quelle que soit la conduite adoptée. Et la consistance de la direction permet de bien se placer selon le rythme et la qualité du revêtement. Cette Citroën s'adapte facilement à chaque style de conduite. On retrouve donc tout ce que l'on peut apprécier dans la DS3. Citroën devrait connaître un certain succès avec cette nouvelle version qui permet de prendre de bons bains de soleil à défaut de rouler cheveux au vent. Les irréductibles du diesel pourront se tourner vers le EHDI de 90 chevaux, mais la sonorité de ce moteur risque de ternir le tableau bucolique. Notons enfin que la DS3 Cabrio sera aussi disponible avec le nouveau 3 cylindres essence 1 litre de VTI de 82 chevaux. La Leon est un fer de lance du renouveau de Seat, immédiatement à l'essai. Après l'Ibiza et la Toledo, Seat poursuit le renouvellement de sa gamme. La 3e génération de la compacte Leon arrive ainsi sur le marché. Terminé le dessin un peu bio de la précédente génération, les angles et arêtes font leurs apparitions sur la carrosserie et sur les optiques pour un surcroît de dynamisme esthétique. À l'avant, la nouvelle calandre élargie de la Leon accueille en son centre le logo Seat, délicatement redessiné. Les arêtes sur le haut des ailes et les nervures du capot convergent toutes vers l'emblème de la marque. Le bouclier a également été revu dans le même esprit. Si vous souhaitez rendre le regard de l'auto plus distinctif, les optiques full LED sont disponibles à 1 190 €. Par contre, les phares xénon ne sont pas au catalogue. Les feux diurnes dessinent un triangle, une signature visuelle parfaitement reconnaissable. Cette figure géométrique se retrouve sur les feux arrière de façon un peu plus discrète. La ceinture de caisse se distingue par une arête en 2 parties, la seconde soulignant la petite custode qui remonte vers le haillon surmonté d'un discret béquet qui intègre le 3e feu stop. À l'intérieur, le dessin général est sobre. Les ouïes des aérateurs et la console centrale sont cerclés d'une petite touche d'élégance chromée. Le pommeau du changement de vitesse est particulièrement soigné en associant des coloris alu et noir brillant. L'écran tactile de 5 à 5 pouces 8 selon les versions est équipé d'un capteur de proximité.
Celui-ci permet à l'approche de la main d'afficher des menus et informations complémentaires. Et pour ranger de petits objets, on trouve un logement à la base de la console et dans la coudoir. Si la nouvelle Leon perd 5 cm d'eux en longueur, l'espace à bord a été amélioré avec un empattement plus grand grâce à un train avant avancé de 4 cm. Les assises à l'avant et à l'arrière se révèlent agréables pour des adultes. Côté équipement, la Leon propose désormais en option l'alerte d'assoupissement du conducteur et de franchissement de voie qui intervient sur la direction. 2 vrais plus pour la sécurité. La Leon adopte à son tour la plateforme MQB du groupe Volkswagen. L'augmentation de l'empattement sur ce nouveau châssis lui apporte un ressenti de conduite assez neutre sur les voies rapides et les routes sinueuses de montagne. Allégé de presque 90 kg sur certaines motorisations et finitions, l'auto fait preuve d'un guidage agréable et d'une bonne réactivité dans les enchaînements de virages. Les suspensions s'avèrent toutefois un peu souples, mais globalement, le confort est toujours au rendez-vous. Sur notre finition FR, la Leon est équipée de 4 modes de conduite, à savoir confort, normal, sport et individuel. Il ne modifie pas les caractéristiques de l'amortissement, mais la réponse moteur et la consistance de la direction pour un ressenti plus ou moins résistif selon ses préférences. Le mode confort convient parfaitement à une conduite en ville, alors que le mode sport s'avère pertinent en montagne. Pour le style, une ligne d'éclairage rouge dans les contreportes accompagne ce mode. Très chic la nuit. Équipée du nouveau moteur 2 litres TDI de 150 chevaux, cette Seat se montre particulièrement dynamique pour parcourir le réseau secondaire. Très souple, il reprend assez bas dans les tours, vers 1500 tours minute, et offre suffisamment d'allonge pour ne pas devoir jouer de la boîte de vitesse à outrance. Pour une conduite plus vive, le couple important de 320 Nm offre d'excellentes relances en sortie de virage. La seule ombre au tableau est la sonorité de ce moteur qui peut être assez présente sur certaines phases de conduite, notamment sur les franches accélérations. La nouvelle Seat Leon n'est lancée pour l'heure qu'en version 5 places, la 3 portes arrivera sur le premier semestre 2013 et le break en fin 2013. La gamme débute à 17 730 € avec le 1,6 litre TDI 90. Notre 2 litres TDI 150 en finition FR est disponible à partir de 25 835 €. Prenons maintenant le volant de la citadine électrique de Renault avec la nouvelle Zoé. Lorsque Renault a dévoilé sa volonté de se concentrer sur l'électrique, cela a fait pas mal de vagues. Révolution pour les uns, pétard mouillé pour les autres. La Zoé n'en arrive pas moins aujourd'hui pour compléter une gamme zéro émission désormais forte de 4 véhicules. La citadine branchée prend-elle la direction du succès ou la douche froide s'annonce-t-elle pour le constructeur aux losanges ? Alors que Laurens Vandenacker est désormais responsable du design des modèles Renault, la Zoé doit beaucoup à Jean Semeriva, qui a signé son design extérieur. Comme le port Salut, cela est marqué dessus avec une reproduction de l'empreinte du designer sur la poignée de porte arrière. L'avant a été adapté aux canons en vigueur chez le losange. On retrouve ainsi l'imposant logo de la marque relié à des phares délicatement bleutés par des bandeaux noirs, donnant un regard de hibou à l'auto. C'est plutôt doux visuellement et correspond bien à la philosophie des électriques. Le bouclier intègre 2 diurnes à LED en forme de virgule. La ceinture de caisse est marquée et se prolonge jusqu'aux feux arrière. Ceux-ci sont en forme de losange. Ces optiques très travaillées donnent un air de prototype à la Zoé qui se distingue facilement dans le paysage autoroutier. Le bouclier arrière est joufflu et le bas a été particulièrement étudié pour améliorer l'aérodynamisme et participer aux économies d'énergie primordiales sur ce type de véhicule. Le haillon, sans fioriture, accentue davantage cette impression de rondeur avec une importante surface de la même teinte. On notera la présence du logo ZE, rappelant l'aspect zéro émission de la Zoé.
À l'intérieur, on trouve des chromes délicatement bleutés. L'ambiance est très lumineuse, avec des teintes mêlant gris clair, blanc mat et blanc brillant. Quelques décorations de circuits imprimés font écho à la motorisation de l'auto. La console centrale intègre le système tactile d'information Medianav, qui se généralise sur tous les modèles Renault. Le tableau de bord est inédit et entièrement numérique. Il comprend la jauge sous forme d'une pile avec des petites barres comme sur un téléphone mobile. Entre celle-ci et le tachymètre, un arc de cercle en perspective donne une information sur notre besoin d'énergie instantané, un peu comme le ferait un compte-tours. Pour compenser le poids des batteries, il a fallu faire quelques sacrifices sur la qualité des plastiques. Les sièges ont pour leur part un design sommaire. La banquette arrière a des airs de divan, dignes des grandes heures d'Henri Chapier. Mais au-delà du style un peu désuet, il n'en demeure pas moins confortable. D'ailleurs, le plus étonnant dans la Zoé par rapport aux autres autos électriques, c'est que l'on est finalement à bord d'une vraie voiture, disposant de tout le confort actuel. En dehors de la motorisation, rien ne sépare Zoé d'une autre citadine. À la conduite, comme avec une boîte automatique, il n'y a pas de vitesse à passer. L'accélération est linéaire, avec pour compagnon de route un petit sifflement qui se fait entendre lorsqu'on tend l'oreille. Forte de ses 88 chevaux et de son couple de 220 Nm, la Zoé passe le 0 à 50 km/h en seulement 4 secondes. Au-delà, sa fougue est moindre, même si elle se montre toujours assez vive. La direction est légère et la voiture assez réactive. Les batteries sous le plancher et les voies un peu élargies ne suffisent pas pour permettre à l'auto de rivaliser en termes de tenue de route avec les citadines thermiques lorsque l'on adopte une conduite un peu vive. Mais est-ce le but de la Zoé ? Largement capable de s'aventurer sur voies rapides ou sur des routes secondaires, elle n'en est pas moins avant tout une citadine. Peut-être même la citadine idéale, puisqu'avec une autonomie de 100 à 120 km en utilisation normale, elle conviendra à bien des parcours journaliers que l'on maîtrise sur le bout des doigts, au kilomètre près. Gave in to dress, voice like a twin. The dread promised, but without a ring. Never. Now I reminisce the whip we stay up. Douce à l'usage, la Zoé l'est presque aussi pour le portefeuille. Son tarif de 13 700 € en France, une fois le bonus de 7 000 € déduit, donne à réfléchir lors de l'achat d'une deuxième voiture. Faut ajouter le forfait de location de batterie qui débute à 79 € par mois sur 36 mois pour 12 500 km par an. La Zoé s'affiche alors à 16 544 €. Entre l'augmentation continue du coût des carburants et le confort d'utilisation, voilà qui donne à réfléchir. C'est la fin de ce numéro de Terre d'Asphalte. Bon été à tous et à très bientôt.